Mesdames et messieurs, merci de suivre aujourd'hui cette conférence de presse. Elle fait suite à la réunion organisée hier soir autour du Premier ministre, au cours de laquelle un point complet de la situation a été réalisé. J'ai souhaité que les Français disposent en toute transparence des mêmes informations que celles présentées au plus haut niveau de l'État. Cette conférence de presse a un objectif simple, vous présenter l'état de la science sur l'hantavirus, les principaux éléments chronologiques et un point de situation sur nos ressortissants et les cas contacts. Sont présents à mes côtés, et je veux les en remercier, Yazdan Pana, Madame Caroline Semaille, Monsieur Xavier Lescure, Monsieur Antoine Flao et Monsieur Olivier Schwartz. Le foyer débute à bord du MV Ondius, parti d'Ushuaïa, le 1er avril avec 147 personnes. Plusieurs cas respiratoires sévères apparaissent en mer, avec un premier décès le 11 avril. L'escale à Sainte-Hélène, entre le 22 et 24 avril. Dans les jours suivants, plusieurs cas graves sont signalés lors de déplacements internationaux et le hantavirus des Andes est identifié. Le navire arrive finalement à Tenerife le 10 mai, permettant l'organisation des rapatriements des ressortissants de 23 nationalités. Dès l'identification du virus, le gouvernement agit immédiatement. Les 5 ressortissants français encore à bord ont été rapatriés dans le cadre d'une opération sanitaire sécurisée. À leur arrivée, ils ont été pris en charge dans des établissements hospitaliers de référence, placés en isolement dans des chambres à double flux et soumis à une surveillance médicale étroite. À ce stade, 4 d'entre eux vont bien et sont testés négatifs. Une patiente testée positive à l'hantavirus présente en revanche une forme grave et est actuellement en réanimation dans un état grave. Je ne vous en dirai pas plus pour respecter son secret médical. Un travail très approfondi de traçage des personnes contacts de malades évacués du bateau a également été conduit immédiatement. 8 ressortissants français ont été identifiés sur le vol entre Sainte-Hélène et Johannesburg. Un second vol entre Johannesburg et Amsterdam transportait des Français avec un niveau de risque moindre dans la mesure où une malade était présente mais a été rapidement débarquée, ce qui a limité l'exposition des voyageurs. Au total, 22 cas contacts ont été identifiés en France. Ils ont tous été contactés, testés, hospitalisés ou en cours d'hospitalisation et font l'objet d'un suivi sanitaire rigoureux. Enfin, je veux être très claire, à ce stade, les cas positifs recensés sont exclusivement des croisiéristes présents à bord du MV Ondius. Il n'y a pas d'éléments en faveur d'une circulation diffuse du virus sur le territoire national. Je vais maintenant laisser la parole aux experts scientifiques pour les éléments scientifiques et médicaux, et que je remercie encore une fois infiniment pour leur présence aujourd'hui à nos côtés. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Donc je vous donne ma place. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Donc du coup, je pose. Et bonjour à toutes et à tous. Donc en fait, l'objectif, comme ça a été dit par Madame la Ministre, c'est que, avec quelques experts scientifiques, on vous présente aujourd'hui l'état de la science, ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. On a essayé d'avoir des experts qui couvrent différents domaines de la médecine pour essayer de vous donner un panorama un peu de nos connaissances aujourd'hui. Donc on a Caroline Semaille, qui est la directrice générale de Santé publique France, qui va nous parler de l'épidémio. Xavier Lescure, qui est à la PHP et à l'INSERM, qui va vous parler de prise en charge des patients et en général, l'histoire naturelle de la maladie, la transmission, qui va aussi vous dire 2 mots des patients qui sont aujourd'hui, enfin, le patient et les contacts qui sont à Bichat. Mais comme ça a été dit par Madame la Ministre, c'est très important. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de parler de la science, de ce qu'on sait, et ne pas rentrer dans les cas individuels des personnes, pour aussi des raisons de confidentialité, comme ça a été dit. Olivier Schwartz
qui est de l'Institut Pasteur de Paris, qui est virologue, va vous parler de virus, des traitements et des vaccins, en sachant que Xavier va couvrir aussi un peu les traitements. Et enfin, Antoine Flao, Université de Paris, Cité, va essayer de prendre un peu de hauteur. Il nous a dit de zoomer un peu en arrière pour vous dire un peu qu'est-ce qu'il en pense globalement aujourd'hui, en sachant qu'il est aussi épidémiologiste, mais je pense que vous le connaissez très bien. Donc maintenant, on va commencer d'abord par Caroline Semaille pour l'épidémiologie. Merci Caroline. Merci Madame la Ministre. Alors je vais évoquer 4 points et mes collègues bien entendu vont compléter. Tout d'abord, l'historique des infections à hantavirus Andes. Vous savez que ce n'est pas une découverte récente. Olivier Schwartz reviendra sur la grande famille des hantavirus et c'est effectivement un virus qui circule depuis plusieurs années en Argentine, au Chili et en Uruguay. Donc ce virus a été découvert en Argentine en 95. Jusqu'en 96, on pensait que c'était essentiellement une transmission zoonotique, c'est-à-dire une transmission des animaux aux hommes sans transmission interhumaine. Le réservoir est un rongeur et les personnes pouvaient se contaminer via l'inhalation de poussière ou d'aérosols contaminés qui étaient dus aux excrétas des rongeurs. Puis, en 96, en fait, il y a déjà eu une investigation où il y avait des cas diagnostiqués en hantavirus qui ont permis, en fait, d'évoquer pour la première fois une transmission interhumaine, puisque des professionnels de santé étaient contaminés. Mais c'est en 2019 aussi qu'on a eu, en fait, un nouveau cluster de 100 personnes et cela a permis, en fait, de documenter encore mieux une transmission interhumaine. Alors, il faut savoir qu'en Argentine, il y a quand même très souvent des cas à hantavirus Andes. Globalement, chaque année, entre 150 et 100 cas sont diagnostiqués, mais on peut effectivement observer que pour l'année 2026, le début de l'année 2026 est déjà plus important que les années précédentes, 2025 et les autres années. Le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est grâce en fait aux publications internationales, notamment de nos collègues argentins, on dispose d'informations essentielles qui sont pour la plupart sur la base en fait de l'investigation de clusters. Donc ces investigations ont permis de montrer que la période d'incubation était assez longue, de 9 à 40 jours, que la létalité était élevée, de 21 à 50%, et que l'évolution clinique était en 2 temps, mais je laisserai Xavier en parler plus longuement. Et on estime que la contamination peut survenir 48 heures avant le début des signes. Évidemment, pour se contaminer, il faut des contacts proches, prolongés, comme on l'avait vu, avec toutes les investigations de clusters qui montraient qu'à chaque fois, nous avions un contact proche entre les individus. En termes de diagnostic, on dispose en France d'une PCR et d'une sérologie qui est plutôt performante. Et j'en profite pour remercier le CNR des hantavirus et tout particulièrement Virginie Sauvage qui a beaucoup travaillé dans les derniers jours. Alors le troisième point que je voulais évoquer, donc on revient évidemment au foyer, au cluster dans le navire. Il s'agit en fait du 5e cluster investigué. L'alerte a été donnée dès le 2 mai par les autorités des Pays-Bas et donc évidemment qui ont alerté aussi l'OMS. Et le premier diagnostic du pathogène hantavirus Andes a été donc identifié le 4 mai. Il y avait donc 147 passagers et équipages à bord de ce navire provenant de 27 pays. C'est vous dire comme la coordination internationale est absolument essentielle. Elle est faite sous l'égide de l'OMS. Alors aujourd'hui, combien de cas confirmés? Nous en avons 11 au 12 mai, pour lesquels on a une PCR positive. Il s'agit uniquement de passagers ou d'équipage du navire et qui sont évidemment considérés à haut risque, qui sont donc tous isolés pour une période jusqu'à 42 jours et ils ont tous été prélevés, bien entendu. Nous avons aussi considéré que les passagers qui étaient dans un vol et qui étaient exposés à une personne qui est
était un cas confirmé et qui est décédé dans la foulée, enfin, quelques jours après, on a considéré que les passagers des vols, qui donc étaient exposés à ce cas, étaient considérés aussi à risque et pour lequel ils sont effectivement aujourd'hui hospitalisés. Vous savez que parmi les 11 cas, nous avons donc un cas français qui a été diagnostiqué très récemment. Juste peut-être le dernier point, on voit que les investigations sont très importantes pour mieux connaître l'évolution et cette pathologie. Aujourd'hui, il y a une investigation qui est conduite par l'OMS et le CDC sur le navire pour retracer un peu toute la chaîne de transmission. Et puis en France, bien entendu, nous menons aussi des investigations très importantes. Toutes les personnes exposées, que ce soit ceux qui ont été exposés dans le navire ou exposés au cours d'un vol, sont aujourd'hui interviewées avec un questionnaire très détaillé qui comprend aussi des questions communes à tous les pays, plus des questions spécifiques à la France. Voilà, et donc il est très important que ces investigations qui sont faites en France, évidemment, on les partage avec tous les autres pays. Il y a très très souvent des réunions au niveau européen, voire plus. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Caroline. Alors, je ne vous ai pas dit, je suis désolé au départ. En fait, Xavier, allez juste au niveau de pupitre, comme ça, Caroline va pouvoir s'asseoir. En fait, on va enchaîner les présentations, 5 minutes, parce que parfois, vous avez des réponses à des questions dans d'autres présentations. Et à la fin, on a réservé une demi-heure pour les questions. L'autre chose que je voulais juste dire avant d'introduire Xavier, c'est que dans les données qu'a présentées Caroline Semaille, il y a quand même quelque chose qui est important, c'est que ça fait une semaine que tout ça environ se passe, et vous avez vu des éléments qu'on a, parce que c'est un virus qu'on connaît depuis 30 ans, même s'il y a encore des inconnus, mais on n'est pas dans les situations de janvier 2020. Xavier va vous présenter la prise en charge. Merci beaucoup Yazdan, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs. Je vais essayer de vous raconter l'histoire naturelle de ce virus qu'on ne connaît pas sous nos contrées, Andes et spécifiquement, comme son nom l'indique, sud-américain, dans une région très spécifique. Donc c'est une histoire qu'on connaît assez mal d'une maladie qui est négligée, qui est dite tropicale, qui survient dans des contrées reculées, souvent rurales. Je vais essayer de répondre à la question simple pour vous éclairer sur une chose qui est pour le moment aujourd'hui assez mal connue. Où est le réservoir? Caroline vous l'a dit, c'est une maladie zoonotique, c'est-à-dire que le réservoir est animal, essentiellement des rongeurs, d'autres espèces animales, des poissons, des reptiles, mais l'homme s'infecte essentiellement par les rongeurs. Et on peut se faire infecter par une morsure de rat, mais la plupart du temps, les histoires montrent qu'on aérosolise des milieux, un environnement souillé par des urines de rats. Par exemple, si vous balayez votre cabanon de jardin, souillé par des urines, il faut savoir que le virus reste vivant et infectant plusieurs semaines dans un milieu inerte. Et donc, vous balayez, vous aérosolisez de la poussière, vous inhalez et vous vous infectez par voie respiratoire. Le réservoir est purement animal et les animaux ne sont pas symptomatiques et ils peuvent vivre des semaines, des mois, des années avec le virus. Comment on s'infecte? La plupart du temps, je vous l'ai dit, c'est par voie zoonotique, d'animal à humain. Andes a une caractéristique, c'est qu'il y a une transmission possible, peu fréquente, peu efficace, d'humain à humain. On ne connaît pas exactement les modalités, les modes de transmission. C'est probablement par voie respiratoire ou par contact direct. Les épidémiologistes nous disent qu'il faut des contacts rapprochés et prolongés pour permettre une transmission qui, d'homme à homme, n'est pas très efficace. Comment ça marche sur le plan de la physiopathologie? Comment cette maladie fonctionne avant de donner des signes cliniques? En fait, c'est une maladie, ce qu'on appelle de l'endothélium, de la paroi des vaisseaux. Elle va léser la paroi des vaisseaux sanguins. Ça va s'exprimer sur la partie la plus fragile et la plus fine des vaisseaux, qui sont ce qu'on appelle les capillaires sanguins, qui sont la partie terminale des vaisseaux, là où se font les échanges. Vaisseaux capillaires, ou les échanges capillaires, c'est quand les vaisseaux sont si fins qu'ils ressemblent à des capillaires, à des cheveux ou à des cils. Ces échanges, on les trouve dans les reins pour la filtration du sang, et on les trouve aussi dans les poumons pour l'oxygénation du sang. Et quand vous avez une lésion de cet endothélium, de cette paroi, soit vous avez une insuffisance rénale,
maladie de l'ancien monde qu'on trouve en Asie ou en Europe, soit vous avez une maladie de l'endothélium au niveau pulmonaire et vous avez une atteinte pulmonaire, respiratoire et cardiaque, maladie du Nouveau Monde concernant Andes. Comment ça s'exprime sur le plan clinique? Ça commence par s'exprimer par un grand silence, qui est la phase d'incubation. La période entre la rencontre du virus avec votre organisme et les premiers signes cliniques. La particularité qui rend les choses un peu compliquées, c'est que, à l'échelle individuelle en tout cas, c'est que cette période d'incubation est longue. Caroline l'a dit, en moyenne de 2 à 3 semaines, jusqu'à 6 semaines. Une fois que vous déclarez les symptômes, donc une fois qu'il y a une expression clinique, ça commence par une phase dite prodromale, c'est-à-dire que ce sont des signes cliniques assez banals, assez anodins, qui peuvent passer inaperçus, comme une grande fatigue, comme une patate de cri, comme une petite dépression, un coup de mou, des douleurs, des maux de tête. Et puis, au bout de 2-3 jours, vous avez une fièvre intense, quasi constante, et puis, soit dans l'ancien monde, une insuffisance rénale, qui peut devenir hémorragique, soit une atteinte pulmonaire dans le Nouveau Monde, dont les Andes. La particularité, autant le délai d'incubation est long, autant l'expression de la maladie peut être très rapide. C'est une des caractéristiques de cette maladie. On a 2-3 jours de prodrome, de signes banals, et ensuite, il y a une dégradation rapide de la fonction respiratoire. En quelques jours, les patients passent de « je suis fatigué » à « je suis en réanimation, intubé, ventilé », avec les techniques les plus invasives de réanimation. On ne connaît pas aujourd'hui les facteurs de risque de gravité de la maladie, contrairement au Covid, où on sait aujourd'hui que ce sont essentiellement des personnes fragiles. Ici, on a peu de données, mais on n'a pas d'éléments vraiment clairs pour considérer une population à risque. Est-ce que c'est souvent grave? Caroline l'a dit, oui, ça fait partie des hantavirus qui ont la mortalité la plus élevée, entre 35 et 40%, et parmi les virus du Nouveau Monde, la souche andine est parmi les plus létales. Est-ce qu'on a un traitement spécifique? Non, pas de traitement antiviral approuvé efficace. On fait uniquement des soins de support, on supplée aux insuffisances, à l'inflammation et aux dégâts engendrés par le virus. Comment on s'en protège? De façon très simple, par la restriction physique, en face d'une maladie peu transmissible, le port du masque, le lavage des mains suffisent à faire une barrière vis-à-vis de la transmission. Aujourd'hui, en termes de prévention, par contre, nous n'avons aucun vaccin disponible, d'où la nécessité, sur le traitement antiviral et sur les vaccins, d'avoir une recherche efficace, rapide et coordonnée. Merci beaucoup, Xavier. Donc, après la partie clinique, on va passer au virus. Olivier va aller un peu plus loin dans le traitement et dans le vaccin. Donc Olivier Schwartz de l'Institut Pasteur de Paris. Merci Yazdan, Madame la Ministre. Bonjour à tous. Alors mon exposé sera très court. Un petit mot sur l'Institut Pasteur et ensuite je vous parlerai de ce qu'on sait sur le virus, car ce n'est pas un nouveau virus comme cela a été dit, comme le coronavirus, donc on connaît déjà pas mal de choses. Alors l'Institut Pasteur, comme vous le savez, c'est un centre de référence sur les recherches en maladies infectieuses et donc bien sûr là nous sommes sur le pont. Nous collaborons avec Santé publique France, avec la PHP. Nous hébergeons le Centre national de référence des hantavirus. Donc c'est là où sont faits les diagnostics, mais aussi les séquençages, les surveillances épidémiologiques. Nous avons également la CIBU, c'est un centre, c'est une cellule d'intervention biologique d'urgence. Et là, nous pouvons isoler les virus pour les étudier. Et c'est ce qu'on a prévu de faire en collaboration avec Bichat. Et par ailleurs, nous faisons de la recherche plus fondamentale afin de comprendre les mécanismes de multiplication des virus. Et dans le cas donc de ce virus, Andes, eh bien, par exemple, on sait pas mal de choses par des travaux faits à Pasteur, mais faits également ailleurs. La structure du virus a été caractérisée par l'Institut Pasteur. C'est un petit virus dans sa composition
position, il code ces séquences génétiques sont beaucoup plus courtes, par exemple, que le coronavirus. Donc, il est beaucoup plus simple, plus rustique, on pourrait dire. Donc, ce qui simplifie peut-être aussi les cibles potentielles antivirales. Le récepteur a été identifié. C'est une protéine qui s'appelle la protocadérine. Et donc, elle est exprimée, Xavier parlait des cellules endothéliales, donc des cellules vasculaires. Eh bien, elle est exprimée sur ces cellules. Et donc, ça permet aux virus Andes et aux autres virus du nouveau monde, de la famille des hantavirus, de rentrer dans ces cellules. Alors que les virus qui circulent actuellement en Europe, par exemple, n'utilisent pas le même récepteur. Et c'est pour ça qu'il y a des différences de pathologie. Donc la structure des mécanismes d'entrée, donc il y a des protéines d'enveloppe, c'est comme la spicule de coronavirus, ont été caractérisées et ça a mené à l'identification d'anticorps monoclonaux. Ça a été fait par l'équipe de Pablo Guardado à l'Institut Pasteur, qui se fixe sur le virus, comme les anticorps monoclonaux qui ont été décrits pour le coronavirus, et qui ont un potentiel neutralisant. Donc ça, c'est très intéressant. On est en phase préclinique, il n'y a pas eu d'essai clinique, mais les réactifs sont là et peuvent être poussés vers la clinique si besoin. Et l'avantage des anticorps monoclonaux, c'est qu'on sait bien les utiliser en clinique. Alors, ça a été mentionné par Xavier, par Yazdan également. Il n'y a pas de traitement antiviral spécifique, mais il y a des articles qui ont montré, non pas chez des humains, mais dans des cultures cellulaires, qu'il y a des drogues, des molécules qui peuvent être repositionnées. La ribavirine, le favipiravir, il y a d'autres molécules, mais avec des efficacités moindres que lorsqu'elles sont dirigées contre d'autres virus. Donc, c'est pas clair encore si ces molécules vont avoir un effet bénéfique chez les patients. D'autant plus que ce genre de traitement, il faut le donner tôt au cours de l'infection, avant qu'il y ait une charge virale importante, avant qu'il y ait une inflammation des vaisseaux et tous les dégâts dont a parlé Xavier. Alors, un mot pour finir sur les vaccins. Il n'y a pas actuellement de vaccin disponible contre le virus des Andes, le Andes virus. Il y a un vaccin qui est disponible en Corée et en Chine contre une autre espèce d'hantavirus, qui est un vaccin inactivé, mais qui fonctionne très peu, qui est peu efficace et qui, a priori, ne devrait pas marcher contre Andes, puisqu'on sait qu'il génère chez les personnes qui l'ont reçu des taux d'anticorps qui sont probablement pas assez suffisants pour neutraliser le virus. Mais il y a d'autres projets en phase clinique et préclinique. Je pense par exemple à des vaccins à base d'ARN, on les connaît bien, et là c'est évident qu'on pourrait éventuellement aller vite, d'autant plus que la structure de la glycoprotéine d'enveloppe est connue, et donc ça c'est une étape importante pour dessiner le candidat ARN, et il y a beaucoup de choses qui sont faites dans ce domaine. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Olivier. Alors, je voulais juste, avant de passer la parole à Antoine, deux choses. Premièrement, ce que Xavier a présenté, remercier les soignants à l'hôpital Bichat, ailleurs, qui depuis ce week-end travaillent avec beaucoup de cœur, beaucoup d'efficacité et beaucoup d'expertise. Et les remercier pour tout ce qu'ils donnent. Deuxièmement, vous avez vu dans les deux présentations, il y a quand même s'il y a des choses qu'on sait, il y a des inconnus. Donc, vous dire quand même, on a lancé des projets de recherche. Et ça, c'est important. On reviendra, si vous voulez, au moment des questions. L'idée, c'est de mieux coordonner, donc au niveau de la NRS, l'INSEM, en articulation avec la ministère chargée de santé, de recherche et le gouvernement, d'essayer d'organiser sur les questions qu'on ne connaît pas et en articulation forte avec l'Europe. Ça, c'est vraiment important pour essayer de coordonner les choses et aussi avec l'OMS. Et c'est important de rappeler, mais on pourra revenir là-dessus si vous le souhaitez. Et donc, merci beaucoup, Antoine. Madame la ministre, mes chers collègues, mesdames, messieurs, je trouve que la situation est assez exceptionnelle et assez inédite. Alors, le fait que 10 jours après la notification à l'Organisation mondiale de la santé, on se retrouve dans cette salle avec autant d'affluence, de préoccupations, d'intérêt. Pourquoi elle est inédite? Parce que, de mémoire,
de chercheurs, je n'ai pas retrouvé d'autres émergences épidémiques dans cette situation très particulière qui se trouve dans un bateau confiné, dénombrable. Elle est inédite parce qu'elle est particulièrement une fenêtre d'opportunité aujourd'hui même, en ce moment même. Et c'est peut-être pour cela que vous êtes là, et c'est peut-être pour cela aussi que les autorités sanitaires de différents pays, de notre pays, prennent des décisions très fortes à un moment donné où on peut intervenir parce qu'on pense qu'on peut complètement bloquer un phénomène émergent dont on ignore totalement la façon dont il pourrait évoluer par la suite. Pourquoi c'est inédit? Parce on a connu des émergences épidémiques. On a connu le VIH, on a connu Ebola, on a connu le chikungunya, Zika. Toutes ces émergences épidémiques, on a connu le Covid, toutes ces émergences épidémiques partent de grandes métropoles, partent d'endroits très reculés, mais où très clairement les infrastructures sanitaires de veille ne sont pas présentes, où la circulation a déjà beaucoup évolué, parfois de façon un peu cachée. Le SRAS, c'est pas parti d'un immeuble de Hong Kong, c'est parti, on le sait maintenant, de Chine, de façon cachée. Ça a provoqué d'ailleurs des remous par la suite, y compris même la démission d'un ministre de la Santé en Chine à l'époque. En 2002-2003, on est. Donc on est dans une situation inédite parce que là, ça part dans un bateau. Ça part dans un bateau où il y a 147 personnes. On peut aussi arriver à dénombrer toutes les personnes contacts aujourd'hui qui ont eu un contact avec une personne infectieuse. On sait que pour les Français, c'est 5 personnes, plus 8, plus 14. On ne connaît pas d'autres situations où l'on pourrait intervenir de façon ferme, claire, humaine et efficace. On a cette chance, on a cette opportunité. Si on la perdait, on la regretterait énormément. Donc, je pense que ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut faire attention aux idées reçues. Et quand je dis attention aux idées reçues, je voudrais parler d'abord de nous, les scientifiques, et ensuite de vous, les journalistes, et d'une façon plus générale, du public. Nous, les scientifiques, ça a été très bien dit, et le terme a même été prononcé par Xavier Lescure, maladie tropicale négligée. On a affaire à une maladie tropicale négligée. L'idée reçue qui est facile pour nous, c'est de se dire mais ça fait 30 ans qu'on le connaît, ce virus. On sait, on connaît le taux de reproduction, on connaît la létalité, on connaît la durée d'incubation. Non. Je pense qu'il faut qu'on se dise non. Bien sûr, on a des toutes premières estimations. Vous savez, la science marche par la réfutation. Est-ce qu'il y a d'autres études qui vont montrer que l'incubation, c'est pas 6, c'est un peu plus, ou au contraire, oui, ça peut être 6, mais c'est anecdotique, c'est 3 ou 4. On le saura peut-être avec cet épisode. Aujourd'hui, prenons les choses avec beaucoup de précautions. C'est pareil pour la létalité. La létalité d'Ebola, on dit elle est de 25 à 70%, grande fourchette. Aujourd'hui encore, on dit ça. Pourquoi? Parce qu'il est vrai que la létalité est de 70% si vous êtes dans un endroit très pauvre, très démunis en infrastructures sanitaires. Pour cette maladie, le virus des Andes, on dit, dans la publication qu'a citée Caroline Semaille, 32%. Oui, 32%. Dans un village très reculé de la cordillère des Andes, où je ne suis pas certain qu'il y ait le niveau de technicité de l'hôpital Bichat ou de l'hôpital militaire de Madrid. On sera d'accord. Donc est-ce que la mortalité, la létalité restera de 30%, de 40%, ou est-ce qu'elle sera inférieure parce qu'on va mettre tous les moyens en œuvre? Voilà. Pour Ebola, à chaque fois qu'un patient a été transféré d'Afrique en Europe ou aux États-Unis, lorsqu'il était transféré à temps, c'est-à-dire vraiment au début de ses symptômes, il a toujours été sauvé. La létalité était nulle. Donc je ne dis pas que la létalité ici est nulle, mais je dis qu'on a affaire à un virus extrêmement dangereux, extrêmement sévère, c'est certain, avec une létalité, on va dire, presque spontanée de 30 à 50%. Maintenant, on doit aussi faire attention à ces idées reçues. Et puis pour les journalistes, les idées reçues qui viennent vite, c'est les comparaisons faciles, comparaisons rapides. Est-ce que ce n'est pas le Covid? Ben non, ce n'est pas le Covid.
Pourquoi? Parce que le Covid était déjà dû à un virus totalement inconnu quand il a émergé. Il n'avait pas 30 ans d'âge, il n'avait pas ces publications, il n'avait pas des vaccins déjà en cours de développement. Il y avait dans le Covid plus de 50% de formes asymptomatiques. Gare aux idées reçues. Je ne sais pas du tout avec le virus des Andes s'il y a quelques formes asymptomatiques. Je pense qu'on ne le sait pas totalement aujourd'hui. Mais probablement, ce que l'on en sait de la littérature, c'est que ces formes sont très limitées, très différentes. Ce n'est pas du tout pareil quand un virus a une expression clinique très bruyante, très sévère, qu'on peut le détecter parce que 100% des patients semblent avoir de la fièvre et qui n'est peut-être pas contagieux en dehors de ces périodes symptomatiques, encore un point d'interrogation. Ce n'est pas du tout pareil que s'il y a plus de 50% des contaminations qui se disséminent, qui se propagent à bas bruit sous les radars de tout le monde, dans la nature, avant qu'on identifie que c'est un problème de santé publique. Voilà. Il y a peut-être d'ailleurs d'autres comparaisons qui ne seront certainement pas adaptées non plus, transposables non plus. Ebola, bah oui, Ebola, ce n'est pas le même type de transmissibilité de toute façon, mais c'est aussi très sévère, ça ressemble. Le SRAS, c'est aussi très sévère, ça a été très sévère, et ça passait sous les portiques, et c'était détecté, je veux dire, ce n'était pas quelque chose qui passait sous les radars. Le SRAS, c'est assez intéressant. C'est jamais devenu une pandémie, pas plus qu'Ebola, mais c'est peut-être des cas de figure intéressants. Voilà, j'en aurais terminé là pour le moment. Voilà. Maintenant, on va passer aux questions et Madame la Ministre. On va prendre je crois, des séries de 3, puis on va se partager les réponses en fonction de s'il s'agit de décisions de politique ou de questions de science. Bonjour Madame la Ministre, Mathieu Desmoulins pour TF1 LCI. Je me permets d'avoir un micro, Mathieu Desmoulins pour TF1 LCI. Deux petites questions. D'abord, vous avez évoqué tout à l'heure les 22 cas contacts identifiés sur le sol français. Vous disiez que certains étaient en voie d'hospitalisation, d'autres étaient déjà hospitalisés. Peut-on savoir très précisément, avec des chiffres, combien sont déjà hospitalisés, dans quels établissements, et combien sont en cours d'hospitalisation? Et puis, pour beaucoup de Français, cette crise, elle rappelle celle du coronavirus il y a encore quelques années, dans un passé pas si lointain. Question qu'on a beaucoup posée au début de cette pandémie et qui avait été contredite maintes fois au fur et à mesure de la crise. Est-ce que l'État est prêt aujourd'hui à faire face à une nouvelle pandémie en termes de place à l'hôpital, et puis surtout un objet qui avait été maintes fois critiqué à l'époque, est-ce qu'on est prêt en termes de masques, stock de masques du côté de l'État? Merci. Victor Dolande pour France Inter. Quels sont les projets justement de recherche que vous allez lancer pour lever les doutes sur toutes les questions justement qui restent encore sans réponse? Merci. Je vais peut-être répondre sur les cas et puis je vous laisse, puisque comme ça sera clair. J'ai bien conscience que nous devons être très clairs pour nos concitoyens. Il y avait 5 cas dans le bateau, ils sont hospitalisés. Les 5, une qui s'est aggravée et qui est positive, 4 négatifs. Ensuite, il y a eu 2 vols qui concernent des concitoyens. Un premier vol qui a été fait d'ailleurs avant la déclaration de l'OMS de l'alerte, c'est-à-dire au moment où on ne savait pas encore qu'il y avait un virus. Ce premier vol, il y avait 8 concitoyens français. Ces 8 concitoyens français, une fois qu'on a eu l'alerte, c'est-à-dire à partir du moment où l'OMS a donné l'alerte, ces concitoyens ont été identifiés, testés et actuellement hospitalisés. Dedans, je réponds tout de suite, on peut voir différents âges, donc des enfants. Ensuite, ce vol-là, c'est le vol où la
patiente qui est malheureusement décédée dans les suites a pris ce vol, les 8. Elle a partagé le vol pendant tout le trajet de Sainte-Hélène à Johannesburg. Ensuite, le vol Johannesburg-Amsterdam, la patiente a essayé de prendre le vol, la patiente malade qui était sortie du bateau, qui était la femme du premier cas, et qui est sortie du bateau et qui a essayé de prendre ce vol, n'a pas pris ce vol. Et donc, les 14 cas en France de ce vol ont été identifiés, une partie est hospitalisée, une partie est en cours d'hospitalisation au moment même où nous nous parlons. Voilà, je pense que ça éclaircit le sujet des cas. Donc, on imagine aussi que le premier vol, on ne l'a pas considéré au même niveau de cas contact que le deuxième vol, puisque la patiente n'a pas fait tout le vol avec, mais on a, avec le Premier ministre, décidé de considérer que tous ces cas contacts, comme ils ne sont pas trop nombreux, et que, on l'a dit, la science doit évoluer aussi, on a fait un principe de précaution, parce qu'on est tout au début d'une épidémie, qu'il faut briser la chaîne de transmission maintenant. Donc tous ces cas sont hospitalisés. Et c'est pour cette raison que le Premier ministre a pris un décret et que j'avais pris un arrêté précédent pour les 8 premiers. Les 22, alors les 8 premiers du premier vol sont hospitalisés, tous, et dans les 14 autres, ils sont en cours d'hospitalisation et certains déjà hospitalisés. Mais en tout cas, identifiés et ils sont en chemin pour certains. Alors, on va peut-être répondre... Pardon, les tests. Alors oui, bien sûr, ceux qui ont été testés en début, il y avait notamment un patient la semaine dernière qui est négatif. Et comme je l'ai dit, à chaque fois qu'il y a un test positif, c'est ce que j'ai fait dès que nous l'avons su pour la personne qui s'était aggravée pendant le vol et qui est hospitalisée. Dès qu'on a l'information, je la donne. Alors, on va peut-être passer aux questions autour des patients asymptomatiques. Donc, je ne sais pas si, Caroline, tu veux commencer. Est-ce que les patients asymptomatiques transmettent le virus, qui était votre question, et Xavier complétera. Alors à ce stade, on ne peut pas encore totalement exclure qu'un patient asymptomatique puisse être contagieux. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut être très prudent, mais peut-être aussi que Xavier veut compléter, mais c'est vrai qu'il y a un des patients américains qui avait une sérologie positive et qui est asymptomatique. Donc, c'est pour ça qu'on applique le principe de précaution, parce qu'on va effectivement, comme on dit, on va améliorer nos connaissances tout en marchant. Donc, le principe de précaution est ce qu'il y a de plus légitime aujourd'hui. Et il est probable qu'il y ait des patients asymptomatiques ou asymptomatiques. Il y a des études de séroprévalence qui ont été faites en Argentine, par exemple. Voilà, donc c'est-à-dire on prélève le sang et on regarde s'il y a des anticorps contre les hantavirus, et il y a quelques pourcents de personnes qui ont des anticorps, donc c'est pas nécessairement contre le virus des Andes, puisque c'est une famille, il y a plus de 50 virus différents dans cette famille. Donc le virus peut-être circule à bas bruit et des personnes peuvent faire des formes modérées qui correspondent aux symptômes décrits par Xavier dans la phase prodromale. C'est vrai que les études de séroprévalence montrent des chiffres très très faibles pour cette souche-là. Donc si ça circule de façon asymptomatique, c'est vraiment très faible. Et c'est vrai que ça circule dans une région où les moyens de détection sont pas très faciles. Et donc vous pouvez faire une forme qui ne va pas vous emmener en réanimation, et du moment qu'on est un peu fatigué et qu'on a des problèmes respiratoires, on ne va pas forcément aller chez le médecin, on n'aura pas de test spécifique, on n'aura pas de détection. Et donc, il faut, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les maladies négligées, c'est sûr qu'il faut les mettre en lumière avec les accès et de prise en charge et de détection. Par rapport à de façon générale, les infections ont toutes une part plus ou moins importante de forme POSI, c'est-à-dire peu symptomatique, voire asymptomatique, ou qui passent sous les radars en fonction de l'acuité de ces radars. Est-ce que maintenant, donc ça on ne sait pas très bien, mais on pense que oui, c'est faible. Aujourd'hui, est-ce que c'est transmissible ? Probablement pas, puisque
Ce qu'on sait du virus andin, c'est que c'est quand même des petits foyers épidémiques qui s'arrêtent très vite une fois qu'on a mis en place des mesures de barrières universelles, masques, lavage des mains, restrictions physiques. Ce n'est pas un virus qui va circuler, qui va galoper, et qui va... Voilà. C'est quand même très rarement et très difficilement transmis par voie interhumaine. Alors, sur les projets de recherche, donc vous avez vu, malgré tout, il y a et ça a été dit par Madame la Ministre, il y a quand même des choses qu'on ne sait pas. Donc, l'importance de la recherche. Premier sujet, et juste sur la méthode, pour vous dire que on a, au niveau de la NRS, on a organisé une réunion avec beaucoup de chercheurs hier pour essayer de réfléchir ensemble, définir les priorités. Il y a eu une réunion dimanche au niveau européen, il y a eu une réunion hier au niveau OMS, donc on essaye de faire de manière coordonnée ensemble. La première question de recherche, c'est autour des contacts. Ça veut dire qu'on a essayé de mettre en place une cohorte de patients contacts au niveau international, pas que la France, pour essayer de faire des prélèvements justement chez ces personnes-là et de voir si les personnes excrètent le virus quand ils sont asymptomatiques, combien de jours avant, parce que c'est des questions qui sont extrêmement importantes pour ensuite laisser décideurs pour les actions de santé publique à mettre en place. Là, on a dit, compte tenu d'un certain nombre d'incertitudes, ce qui a été mis en place, c'est justement parce qu'on ne connaît pas tout, et avec le temps, on espère connaître. Et il y a un protocole déjà qui circule, ça fait 9 jours. C'est un protocole qui est un protocole fait par les Espagnols, qui est au niveau de l'OMS, sur lequel on adhère et on partage et on met en place. C'est la même chose pour les cas, et donc pour avancer. L'autre sujet, c'est chez ces personnes qui sont en contact, quand ils deviennent virémiques, de mettre en place très rapidement un traitement. Il y a un candidat traitement qui s'appelle le favipiravir. On ne sait pas si ça marche. C'est un candidat, en tout cas, c'est un médicament japonais et qu'on va probablement évaluer. Et là aussi, au niveau européen. Et ça prendra un peu plus de temps parce que ce n'est pas qu'un suivi, c'est donner des médicaments. Donc il faut. Mais là, le ministère de la Santé nous aide justement pour essayer d'aller plus vite sur le plan réglementaire en essayant de suivre les différentes étapes. Enfin, il faut tester des molécules in vitro, ça veut dire pour être sûr qu'avant d'utiliser chez l'homme, pour être sûr, donc ça aussi on est en train de faire. Olivier vous a dit, Institut Pasteur a un candidat anticorps monoclonal, ça aussi on va essayer de pousser, améliorer. Et on est aussi, notamment avec l'INSERM, France Vaccin et les différents instituts Pasteur, en train de réfléchir aussi à différentes actions au niveau de vaccins. Même si ça a été dit, hein, il n'y a pas de vaccin très avancé. Alors les vaccins ARN, on est en contact autour de ça. Voilà. Et pardon, je n'avais pas répondu à une partie de la question qui a été posée sur l'État est-il prêt ? Donc une réponse sur les stocks stratégiques. Vous savez que nous reconstituons la quantité de stocks nécessaires. Je parle des masques suite au Covid. Nous sommes sur la trajectoire prévue de reconstitution des stocks de masques. Donc nous n'avons pas d'inquiétude sur le sujet. Sur les places d'hospitalisation, nous n'avons eu aucune difficulté à trouver les places pour les cas identifiés, qui, je le rappelle, sont dans des chambres particulières. C'est là où on met les patients les plus à risque de contagiosité, puisqu'il y a des systèmes d'air que je vous laisserai peut-être expliquer, mais qui évitent la propagation d'un virus et avec des professionnels formés. Et c'est l'occasion pour moi de saluer leur engagement. Bonjour. Hugo Capelli pour BFM TV. Une question justement dans la foulée de ce que vous venez d'évoquer sur les centres. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur les centres hospitaliers finalement qui sont concernés par la réception de ces cas contacts et combien est-ce qu'il y aura de cas maximum dans chaque centre? Et puis dans la foulée, une autre question également sur les enfants. Est-ce que les enfants sont plus à risque face à cet hantavirus? Est-ce qu'on a peut-être des précisions sur l'âge des enfants qui pourraient être cas contact? Merci beaucoup. Pardon, une autre question.
Marion Gauthier pour RMC. Une autre question simplement sur les tests. Est-ce que les 22 cas contacts ont été testés? Est-ce qu'on a les résultats? Et sinon, quand est-ce qu'on les aura? Sur les hospitalisations, est-ce que les patients vont rester 42 jours à l'hôpital? Comment ça va se passer exactement leur séjour à l'hôpital? Et je voulais simplement vous demander aussi une confirmation si vous avez, puisque Nice ce matin nous apprend qu'il y a une suspicion d'un cas d'hantavirus dans les Alpes-Maritimes, une jeune femme qui serait hospitalisée à Marseille. Voilà. Bonjour, Magali Boissin pour France 2, France Info. Je reviens sur la question des masques. Vous avez répondu sur les stocks stratégiques, je suis ici. Bonjour. Pardon. La Cour des comptes, plus précisément, j'aimerais avoir les chiffres. La Cour des comptes parlait l'année dernière d'un stock stratégique de 2,1 milliards de masques, ce qui était conséquent, mais de 700 millions qui étaient déjà périmés. Est-ce que ces stocks ont été reconstitués? Est-ce que ces masques périmés ont été écartés? Et petite précision pour ceux qui s'en souviennent, est-ce que les masques chirurgicaux, c'est une question scientifique, ont suffi, en Argentine, suffisent à bloquer la transmission, ou est-ce qu'il faut du FFP2, ou le sait-on? Ensuite, autre question scientifique, vous parlez donc d'isolement pour les 22 cas contacts. Combien ne sont pas encore hospitalisés et sont-ils localisés en France ou à l'étranger? Et est-ce que tout leur isolement se fera à l'hôpital? Et combien de temps? Est-ce qu'on parle de semaines? J'imagine au moins les 6 semaines d'incubation, ou est-ce qu'on parle de peut-être plus longtemps que ça? Alors, je vais répondre sur mes parties et je vous laisserai peut-être les enfants à risque et sur la question technique des masques, sur les endroits où sont actuellement hospitalisés et où sont en cours d'être hospitalisés. C'est pour ça que je ne donnerai pas un chiffre précis, parce qu'ils sont en chemin, donc je ne sais pas s'ils sont, comme je suis avec vous, et voilà, je ne sais pas s'ils sont déjà arrivés, mais voilà. Ils sont tous hospitalisés dans des centres de référence, je l'ai dit, avec des chambres particulière à flux d'air et surtout aussi des professionnels qui connaissent ces maladies et la prise en charge pour ne pas éviter, enfin pour bien prendre en charge des patients à risque infectieux. Mais là aussi, si peut-être que Xavier, tu pourras nous en parler. Sur les 22 cas contacts, on devrait avoir les résultats des tests. Ils vont tous être testés, pour ceux qui ne le sont pas déjà. Il faut compter à peu près 24 heures pour avoir les résultats des tests. Donc, dans les jours qui viennent, on aura tous les tests des 22 cas. Sur la durée de l'isolement, j'ai pu m'exprimer déjà sur le sujet, ils seront hospitalisés au minimum 15 jours. Vous savez que l'incubation, comme cela a été bien expliqué, est longue. Donc nous avons pris des décrets, des mesures qui nous permettent, si les gens d'ailleurs, ne sont pas en désaccord avec leur hospitalisation à ce jour. Mais en tout cas, on a pris les devants pour être en toute précaution, si on a besoin de les hospitaliser ou de les laisser en isolement le temps de l'incubation. On est plutôt sur cette orientation, mais on laisse aussi les données de la science évoluer. En tout cas, dans les 14 jours, en tout cas pour 14 jours, ils sont hospitalisés et nous adapterons, et c'est normal, nous devons évoluer avec l'évolution aussi des connaissances. Je n'ai pas connaissance de cas où est-ce que vous avez dit, dans le sud de la France. Je n'ai pas, et encore une fois, si je n'ai pas connaissance, c'est que, en tout cas, il n'est pas validé du tout. Sinon, je le saurais. Sur les stocks, je le redis, on est sur la trajectoire prévue de reconstitution des stocks de masques. Qui ont été posées. Et bon, peut-être que tout d'abord, peut-être les chambres et les enfants. Est-ce que c'est plus sévère? Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de vous expliquer rapidement ce que c'est qu'un établissement de santé de référence avec des chambres adaptées à ce risque d'infection hautement contagieuse, hautement pathogène. En gros, ce sont des chambres qui ont un traitement d'air ultra sécurisé, avec des pressions négatives qui vont empêcher et vont faire diminuer très significativement la transmission aérienne, puisque l'air est filtré et en pression hautement négative. Chaque chambre a un sas d'entrée et un sas de sortie, ce qui sécurise le parcours des personnels pour les mettre en haute sûreté.
Un ESR, c'est une équipe multidisciplinaire. Il y a des soignants, il y a des microbiologistes, pluriprofessionnels. Il y a des médecins, il y a des infirmières, toute cette équipe. Il y a des infectiologues, il y a des virologues, il y a des urgentistes, il y a des réanimateurs, il y a des spécialistes de la prévention de l'infection. C'est vraiment une équipe qui est très diversifiée, qui est formée et qui est entraînée perpétuellement au risque épidémique. Et qui est en lien direct avec la direction pour que tout, en termes organisationnels, soit le plus fluide possible. Il y a 18 ESR en France, 6 ESR nationaux, 6 ESR nationaux hexagonaux et 5 ESR en Outre-mer. Et donc les régions et les départements et les territoires ultramarins sont aussi équipés sur ce niveau de sécurité. Ces ESR sont animés par une coordination opérationnelle qui s'appelle la COREB, dont je suis le responsable. Et cette COREB est en lien direct avec le centre de crise sanitaire, la Direction générale de la santé, et travaille en articulation extrêmement fluide avec SPF, avec les CNR et avec l'ANRS pour que la prise en charge soit optimisée avec des équipes entraînées et sécurisées et que la recherche soit faite au lit des premiers malades. Pour les enfants, aujourd'hui, les études sont rares, mais comme je vous disais tout à l'heure, en termes de pronostic chez les enfants, c'était la question ? Est-ce que c'est plus grave? C'est la même clinique. Les collègues argentins, chiliens expliquent que c'est la même maladie, c'est la même physiopathologie, et malheureusement c'est la même mortalité, mais il y a très peu de cas, et donc c'est dur d'avoir des statistiques extrêmement fiables, mais je laisse peut-être compléter. Caroline, Olivier. Peut-être si on revient, on a dit qu'effectivement l'investigation des clusters permettait d'apporter énormément d'informations. Il y avait un grand cluster dont j'ai parlé, à peu près une centaine de personnes qui étaient dans une grande fête où il y a eu un certain nombre de cas. Et on s'aperçoit qu'avant la mise en place de mesures barrières, il y avait effectivement un patient infecté qui en infectait plus de 2. Mais dès que les mesures barrières ont été mises en place, rien que la distanciation sociale, on était passé de plus de 2,12 à 0,62. Donc on voit bien l'importance effectivement de mettre en place des mesures barrières et notamment la distanciation sociale. Et là, les personnes exposées étaient tous munis de FFP2. Et je voudrais juste rajouter un petit point sur la question qui concerne la détection d'autres cas d'hantavirus. Il ne faut pas oublier que chaque année, en France, il y a 100 cas qui sont diagnostiqués. Ce ne sont pas les mêmes hantavirus. Là, c'est l'hantavirus Andes du Nouveau Monde et il y a d'autres hantavirus qui circulent en France. Il y en a un qui s'appelle Pumala, par exemple, qui est un des plus fréquents et qui est moins pathogène, heureusement. Donc peut-être, là, je n'ai pas d'infos, mais peut-être qu'il s'agit d'un cas comme ça. S'il y en a 100 par an, il y en a un tous les 3 jours a priori. Et un autre élément pour compléter ce qui a été dit, je vous expliquais ce que c'est qu'un établissement de santé de référence et par principe de précaution devant les inconnus qui persistent, le maximum de précautions a été mis en place et je trouve ça parfaitement cohérent. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les collègues sud-américains nous expliquent, et c'est ce que Caroline et Olivier vous a dit, sur le papier, la transmissibilité est faible. Et en pratique, si on se déporte et si on va en Amérique latine avec le virus andin, on n'a pas besoin de toutes ces précautions. Mais il y a une inconnue qui sera réglée dans quelques jours, c'est le séquençage complet du virus. Il n'est pas impossible qu'on soit en face d'un variant qui est muté, avec des mutations qui puissent toucher une augmentation de la capacité de transmissibilité. Tant qu'on n'a pas ce séquençage complet du virus et qu'on ne l'a pas matché avec le virus andin historique et qu'on n'est pas sûr qu'il y ait une cohérence, une concordance totale, on est obligé de prendre des mesures de précaution maximalistes. Une fois qu'on aura cette information, on va pouvoir dégrader les mesures de prévention dont on pense que les mesures simples et universelles suffisent. Peut-être sur le masque, je ne sais pas, tu veux Antoine ou...
sur le masque, ce que l'on a, les leçons du Covid là-dessus, donc d'agents infectieux respiratoires qui sont exacts aussi pour la grippe, c'est que le masque FFP2 est plus efficace pour prévenir l'infection et la transmission que le masque chirurgical. Les deux sont efficaces pour prévenir l'infection. Donc voilà, on a une gradation en termes de probabilité d'infection. On me dit qu'il faut que j'avance. Juste, il y a une question qu'on n'a pas répondu, c'est la durée d'isolement. Juste parce que, en fait, une des raisons aussi de hospitaliser ces patients, Xavier l'a dit, hein, quand la maladie se déclare, ça va vite. Donc c'est les avoir à l'hôpital, c'est important. C'est aussi pour le patient. Et je pense que c'est important de le dire. Deuxième chose, c'est que quand même la durée moyenne, c'est 2 à 3 semaines d'incubation. Les 6 semaines, c'est plus rare. Et ça nous permet aussi, d'ici là, d'avoir d'autres informations. Il y a des gens qui sont suivis plus ou moins, donc avoir plus. Donc il y a des choses, je pense que, et Xavier a dit, la séquence, c'est extrêmement important. Donc il n'est pas possible toujours aujourd'hui de dire, on va faire absolument ça. Avec le temps, on peut adapter aux connaissances. Je pense que c'est très important. Voilà, alors, ça y est, j'arrête, parce que... Donc maintenant... Bonjour, Éléonore Bailly pour France Info. Par rapport à la personne qui est hospitalisée en réanimation à Bichat, est-ce qu'il a été possible de remonter sur l'origine de son infection? Le patient 0 est hollandais, enfin était hollandais. On a parlé d'un contact rapproché pour attraper l'hantavirus. Est-ce qu'il aurait été possible que ce ne soit pas si rapproché que ça, que même ça puisse se passer au cours d'un repas ou autre? Bonjour, une petite question, pardon, Nicolas Béraud du Parisien à Madame Semaille. Je crois que vous avez dit, sauf erreur de ma part, que la contagiosité pouvait démarrer 48 heures avant les symptômes. Je voulais savoir sur quelle base vous avez pu dire ça. Et puis pour Madame Rist, vous avez évoqué le fait que les gens n'étaient pas opposés à leur hospitalisation, mais je voulais vous demander précisément, parmi notamment les 22 cas contacts qui n'ont pas de symptômes et qui se portent peut-être très bien, est-ce que vraiment les 22 ont vraiment accepté d'aller à l'hôpital pour au moins 15 jours, du jour au lendemain? Merci. Oui, et Marc Payet pour Le Point, je suis là. Est-ce qu'on se rappelle tous du scénario Covid? Évidemment, on n'y est pas, on a très bien compris, mais on se rappelle que dans le Covid, après un début, entre guillemets, calme, au bout de quelques mois, ça s'est fortement accéléré et l'État a dû prendre des mesures drastiques, notamment le confinement. Donc ma question est en toute hypothèse, est-ce que l'État évalue toutes sortes de scénarios par définition, y compris celui d'un confinement d'une partie de la population, si les mesures devaient s'aggraver? Je vous remercie. Alors, il y a encore une? Non. Je vais peut-être répondre à mes deux parties, puis après il y a Caroline et peut-être sur la patiente de Bichat. Les 22 cas identifiés se portent très bien. Ils n'ont pas de symptômes, en tout cas dans les interrogatoires qui ont été faits et dans les premiers qui sont déjà hospitalisés, ils ne sont pas de symptômes cliniques. On attend, je vous l'ai dit, les tests de séro, les tests PCR. Sur les 14 cas qui sont du deuxième avion, je n'ai pas le retour de tous les examens cliniques parce que je vous l'ai dit, ils sont pour certains en train d'arriver à l'hôpital, mais les informations que j'ai étaient que c'était des personnes en bonne, qui ne déclaraient pas de signes cliniques lors de, vous savez, c'est les agences régionales de santé que je tiens à remercier aussi parce qu'ils ont depuis quelques jours évidemment travaillé dans le cadre de ce virus et on n'a pas de remontée de symptômes sur ces 22 cas. Est-ce qu'on anticipe? Votre question est importante. Notre rôle ici au ministère de la Santé a été dès le début de se mettre en action en se coordonnant avec Santé publique France, avec, je l'ai dit, les agences régionales de santé, la direction générale de la santé, évidemment, les experts, les agences et comme cela a été dit par Xavier Lescure, le COREB, tous les acteurs concernés pour pouvoir être amenés à prendre les meilleures décisions possibles en l'état des connaissances scientifiques. Et c'est ce que nous avons fait ensuite
en prenant des décisions d'hospitalisation, évidemment des 5 cas du bateau, mais aussi des 22 cas identifiés, éventuellement contacts, parce que présents sur les vols. Merci Madame la Ministre. Alors, sur le bateau. Ouais. Alors, comme on l'a dit, effectivement, l'investigation d'un cluster sur un bateau va permettre d'apprendre beaucoup de choses, puisqu'on a effectivement un nombre de personnes qui sont dans un espace un peu confiné, puisque la croisière a quand même commencé le 1er avril. Le premier cas a présenté des signes assez vite vers le 6 avril, et puis après, les cas se sont échelonnés. Donc, vous me parlez de cette patiente française. Toutes les personnes qui sont exposées sont interviewées donc par Santé publique France, mais évidemment, cette patiente qui est en réanimation n'a pas pu être interviewée. Donc, à ce stade, on ne sait pas exactement quels sont ses contacts entre cette personne et les premiers cas qui ont été identifiés. Cela dit, comme je le disais, un navire, on sait qu'ils prenaient souvent leur repas ensemble. Enfin, je veux dire, ils changeaient de place, il n'y avait pas des places identifiées pour chacune des personnes. Donc, la plupart des personnes se sont croisées à un moment ou à un autre. Certaines, effectivement, partageaient des sanitaires, etc. Donc, à ce jour, on ne peut pas encore identifier à quel cas, éventuellement, elle a été en contact. Mais son contamination, évidemment, est postérieure au premier cas qui a été décédé, qui a donc présenté ses signes dès le 6 avril, alors que le bateau est parti le 1er avril d'Ushuaïa. Alors, il y a juste une autre question pour toi aussi, Caroline, c'est sur la durée quand est-ce qu'on devient, 48 heures avant, les signes, on devient contagieux? Alors en fait, c'est plutôt aussi d'être un principe de précaution, parce qu'on sait que beaucoup de maladies infectieuses peuvent démarrer avant, donc c'est assez raisonnable de proposer 48 heures. En fait, les données qu'on a, ils disent que, mais avec beaucoup d'attention, sur les 4 épidémies qu'on a dit, qui ont été explorées, dont un vraiment bien, qui est le papier de New England, c'est dit, et je pense qu'Antoine peut aussi revenir là-dessus, c'est dit que c'est 48 heures autour du début de symptômes. Parfois, au début de symptômes, c'est juste une asthénie. J'ai posé la question à mes collègues qui est aussi virologue, Marion Koopman, qui est en Hollande, qui disent la même chose. C'est est-ce que finalement, c'est 48 heures avant, ou c'est la phase où on n'est pas forcément fébrile, on est fatigué, on a quelques petits signes et on est aussi symptomatique. C'est l'explication. Prodromique, c'est le mot qui est utilisé. Mais je pense que ça fait partie des choses qu'il faut qu'on apprenne. Et vous avez raison, c'est clé. D'où, d'ailleurs, le fait que les contacts soient isolés, en tout cas. Voilà. Mais c'est important, et effectivement, c'est un peu ce qu'on met. Alors, peut-être... Je peux donner des nouvelles de la patiente qui est hospitalisée en réanimation à Bichat. Je vais commencer par penser à elle et à sa famille. Je voudrais aussi remercier les équipes de réanimation de Bichat et d'ailleurs. Ils sont extraordinaires. Et dans ces situations-là d'exposition, de contraintes majeures, faire de la réanimation avec des paires de gants, avec un équipement contraignant, c'est vraiment une épreuve de force. Et donc merci à eux parce qu'ils sont à chaque fois au rendez-vous et ils sont d'une efficacité qui est très impressionnante. La patiente a aujourd'hui la forme la plus sévère de la présentation cardio-pulmonaire et elle a ce qu'on appelle, ce qui est la dernière étape des soins de support, c'est une circulation extracorporelle pour avoir une oxygénation artificielle. Elle a un poumon artificiel, dérivation du sang, qui permet de, on l'espère, passer le cap, le temps que le poumon qui est agressé par ce virus et les lésions de la paroi vasculaire puissent se rétablir. Le deuxième élément que je voulais donner, c'est pour répondre à Nicolas Béraud sur l'acceptation, parce qu'à Bichat, on a la patiente très sévère, et puis on a aussi des gens qui ne sont pas symptomatiques, qu'on a fait venir, entre guillemets, de force par un décret. Certains, on leur a dit au début, il faut s'isoler à la maison, et puis maintenant on vous rappelle, et je voudrais aussi revenir là-dessus.
en tant que soignant, ayant vécu le Covid, en tant que soignant et en tant que citoyen, c'est vrai qu'on est tous un peu traumatisés par ces restrictions sociales, ces restrictions physiques, et on est tous un peu psychotraumatisés de la pandémie. Et c'est vrai qu'on était très attachés à laisser la liberté à des gens à qui on pouvait expliquer les mesures de restriction. Mais il y a tellement d'inconnus dans cette maladie. On est tellement sous les feux des projecteurs avec cet inconscient collectif qui nous ramène au risque pandémique que finalement l'application de ces mesures à domicile était rendue impossible. Et en fait, ces gens sont beaucoup plus confortables à l'hôpital, même si c'est une énorme contrainte, parce qu'on sait mieux quoi leur dire et ils savent mieux quoi faire. Le deuxième point, c'est que aujourd'hui, nous, pour les contacts, par rapport à l'acceptation aussi d'un séjour prolongé, c'est tout l'enjeu aussi des équipes. Et autant les réanimateurs sont dans le soin extrêmement technique, le cure exacerbé, le traitement le plus efficace, le plus invasif, voire le plus agressif, autant en infectieux, on fait du care, on prend soin de ces gens qui ne sont pas encore malades, qu'on essaye d'envelopper pour que leur séjour à l'hôpital soit le moins traumatisant psychologiquement possible. Merci. Je pense qu'on peut faire un tour. Oui, s'il vous plaît. Olivier Monod pour Libération. Si je dois bien comprendre, le Favipiravir va être donné à des patients en France. Si j'ai bien compris ce que vous aviez dit, je voulais m'en assurer. La deuxième chose, c'est est-ce que vous avez une idée du coût global pour le moment de la prise en charge de tous ces patients? Et dernière chose, à combien de cas on s'attend, combien de cas français on s'attend? Et est-ce qu'il faudra s'inquiéter à partir du moment où on aura un cas positif de quelqu'un qui n'était pas sur le Hondius, mais dans un des avions par exemple? Merci. Stéphanie Benz pour l'Express, je suis là. Par rapport aux patients qui sont, aux cas contacts qui sont en train d'être hospitalisés, on sait que tous n'étaient pas forcément dans un isolement très strict. Certains ont pu vivre avec leur famille, leurs conjoints, etc., etc. Est-ce qu'il y a des inquiétudes aussi ou des raisons de mettre à l'isolement ces personnes-là en particulier, qui donc ont vécu pendant plusieurs jours ou ont été en contact avec ces personnes qui sont aujourd'hui en cours d'hospitalisation? Merci. Bonjour, Marie Rouelleux pour Egora. Vous évoquiez un séquençage complet tout à l'heure pour savoir donc si le virus actuel présente ou non des mutations par rapport à celui qui a été identifié dans les études précédentes. Quand est-ce qu'on pourra avoir ces résultats le plus précisément, s'il vous plaît? Merci. Donc je réponds à la première sur le coût global. Non, je n'ai pas chiffré. Et j'avoue que ce n'était pas mon urgence là, même si nous devons faire attention de dépenses publiques. Mais évidemment, je n'ai pas le coût global de prise en charge. Là, il s'agit d'hospitalisation classique, même si c'est dans des établissements qui sont spécialisés. Sur les autres questions, je pense que vous pouvez répondre. Alors, je peux répondre rapidement sur le Favipiravir. Pour c'est de la recherche. Et donc, la recherche doit être encadrée. C'est ce qu'on est en train de faire. Et effectivement, on n'est pas les seuls. Les Anglais pensent à la même chose et les Hollandais à la même chose. Et les Espagnols aussi. On est en train, pour l'instant, de mettre en place le protocole et les valider par les autorités réglementaires. Donc, oui, on envisage de le donner, mais pour l'instant, on est vraiment à une étape précoce encore, et on ne peut pas dire qu'on va le faire demain. Il y a juste, peut-être pour vous dire, il y a aussi le forme IV qui existe pour les patients qui sont, là c'est différent, qui sont plus graves, et ça aussi, il y a une discussion avec la NSM, éventuellement pour l'utiliser. Après, et ça, je pense que c'est pour M. Flao. Est-ce que M. Flao, vous pouvez nous dire combien il y aura de cas? Peut-être que non, c'était juste pour dire qu'effectivement, on rappelle qu'effectivement tous les cas confirmés sont en fait des passagers du navire. À ce jour, il n'y a pas de cas confirmés chez les passagers des vols qui ont été en contact avec des cas confirmés. Et oui, on peut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres cas parmi les passagers de ce navire. Ça, ce n'est pas à exclure. Et en revanche, les passagers du vol, le risque, on l'a dit, était quand même assez faible. Ils sont moins à risque que ceux qui étaient dans le navire, mais par principe de précaution, on ne peut pas exclure, donc il est important de les isoler.
Bon, j'ai pensé que Caroline allait donner le chiffre de la prédiction. Évidemment, on est incapable de le faire. La seule chose qu'on peut dire, c'est que finalement, sur l'épisode qui a été décrit dans le village de Patagonie, sur ces 100 personnes qui étaient à cet anniversaire, in fine, il y a eu 34 cas. Je ne sais pas si on passera de 11 à 34, mais peut-être que c'est une sorte de première hypothèse qui n'est pas totalement impossible, qu'on ait quand même encore un certain nombre de cas qui surviennent. Après, je ne sais pas qui veut répondre sur la question de Stéphanie Benz. Je pense que c'est évidemment c'est une question qui est très, très fine, c'est-à-dire de se dire à quel moment on va estimer que les contacts deviennent contacts de contact, de contact, de contact, et on est... voilà, il y a une forme de phénomène que les physiciens appellent les fractales, c'est-à-dire que ça va à l'infini. On ne va pas mettre la précaution sur les enfants qui ont été à l'école et qui ont peut-être aussi été avec des enfants, etc. D'autant plus on est en train de parler ici de gens qui ont pris un avion avec lesquels ils ont eu un contact eux-mêmes quand même extrêmement indirect. Donc la précaution qu'on a préconisée tous ensemble de façon très consensuelle hier, je dirais, était de dire oui, ces contacts-là, ils ont quand même été en contact direct personnel avec une personne qui a été infectée. Donc, même si ce contact est quand même très fugitif, donc on ne va pas prendre de risque dans cette fenêtre d'opportunité. Après, on va devoir s'arrêter là. Je veux dire, on ne va pas, encore une fois, penser au contact des contacts des contacts. Alors, la séquence, pour l'instant, il y a 2 virus du cluster actuel qui ont été séquencés. Un à Zurich, donc en Suisse, c'était le premier cas. Et il y a une séquence qui a été faite à l'Institut Pasteur. Les deux tout le génome n'a pas été complètement séquencé, mais une grande partie. Et à l'Institut Pasteur, ce qu'on a pu voir, c'est que la séquence était très proche, d'une part, de celle de Zurich, et d'autre part, donc c'est clairement, ça vient du même foyer infectieux. Et par ailleurs, dans l'arbre phylogénétique qui décrit toutes les séquences, on voit très bien où se placent ces virus. Et donc, il n'y a pas, pour l'instant, de différence majeure détectée. Donc, Xavier parlait de variants potentiels. Le risque existe, mais pour l'instant, il n'y a pas de preuves pour ça. Pour l'instant, c'est calme de ce côté-là. Alors, il y a une dernière question. Oui, j'ai changé de place, je suis désolée. Une dernière question. À Marseille, à l'hôpital, on nous confirme qu'une jeune femme hospitalisée est un cas contact hantavirus. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cela? Et qu'en savez-vous? Alors, on ne m'a pas donné de petits... mais peut-être je vais laisser ma directrice de cabinet vous répondre, parce que si c'était dans la demi-heure dont on se parle, je n'ai peut-être pas encore l'information. Donc c'est une patiente parmi les 22 qui aurait des symptômes? Parmi les 22 et même parmi les 14 du second vol, effectivement, il y a une personne identifiée qui devait être effectivement prise en charge à Marseille. Donc c'est fortement probable, oui. Est-ce qu'on connaît son état de santé? Comme vous le savez, ce sont des personnes qui étaient dans le vol, qui vont tous être pris en charge, examinés et testés dès leur arrivée à l'hôpital. Donc voilà, on attend les résultats de ces tests avant de pouvoir vous répondre. Et on le dira comme on l'a fait, je le redis. Merci, je voudrais juste remercier vous tous qui êtes avec nous, le centre de crise de la Direction générale de la santé. Et merci, mesdames et messieurs, vraiment de votre expertise et pour nous faire grandir. Merci.